Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au film de 1988, Les liaisons dangereuses de Stephen Frears, avec Glenn Close et John Malkovich. Adaptation du roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos, sorti en 1782, l'histoire raconte les jeux de séduction de la marquise de Merteuil et du vicomte de Valmont. En effet, la marquise de Merteuil demande à son ancien amant et confident Valmont de séduire la très jeune fille de sa cousine, Cécile de Volanges, mais celui-ci refuse car il préfère poursuivre notre but, séduire la prude Madame de Tourvel. Ce film est largement acclamé par la critique et le public, pour preuve les notes de Rotten Tomatoes. Et lors de sa sortie en mars 1989 en France, il fait déplacer près de 1,7 million de spectateurs, ce qui en fait le 18e film le plus vu de cette année-là, année survolée par deux films, Rain Man et Indiana Jones et la dernière croisade, tous les deux à près de 6 millions de spectateurs. 82. 82 quoi, Ray? Tu dois combien? Cure-dent. Au niveau des récompenses, le film n'est pas en reste et obtient 3 Oscars techniques, le meilleur scénario adapté, le meilleur décor et les meilleurs costumes. Glenn Close est nommée pour la meilleure actrice, mais rentrera à bredouille. Ce qu'elle fera en tout 7 fois. Ouais, elle a été nommée 7 fois pour les Oscars de la meilleure actrice entre 1983 et 2019 et ne l'a jamais remporté. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Bon, revenons au film. Même s'il a été tourné en 1988, il n'a pas trop vieilli. C'est une des particularités des films dits d'époque et donc en costume. Au-delà de ça, l'histoire de manipulation et de sexe est aussi actuelle, tellement que ce livre est une des œuvres les plus adaptées au théâtre ou au cinéma. Et d'ailleurs, par exemple, Valmont a été interprété par Colin Firth en 1989. Ouais. Et même notre génération, enfin surtout la mienne, a eu son remake en 1999. Avec Sex and Tension et Sarah Michelle Gellar. Le film commence par la scène de réveil et de préparation des deux protagonistes, qui sont donc libertins et très conscients. Pourquoi j'ai voulu mettre ce mot? Qui sont libertins et très consciencieux de leurs apparences. Si j'ai réussi. Nous plongeons directement dans leur monde fait d'artifices, comme le maquillage, la perruque, les habits, etc. Ces deux personnages sont intimement liés et nous allons les suivre tout le long du film. Le déroulement de l'histoire est merveilleusement porté par tous les acteurs. On a Glenn Close et John Malkovich, comme j'en ai parlé, mais aussi on aura Michelle Pfeiffer et les deux jeunes acteurs prometteurs, mais alors inconnus, Uma Thurman et Keanu Reeves. Je crois qu'on dit comme ça. Bon, en français, on va dire Keanu Reeves. Merci, au revoir et bon ciné. Bref, dans ce film, on parle de cul, de manipulation, mais aussi de conserver la face dans une société patriarcale. Ouais, parce que, en fait, les deux personnages, on a d'un côté la femme qui refuse son statut de femme et veut prouver aux hommes qu'elle est bien plus intelligente qu'eux en jouant leur propre jeu de séduction, et au final, l'homme qui ne peut montrer ses réels sentiments pour une femme parce qu'après s'être construit son image de Casanova. Bon bref, c'est bien écrit, c'est bien joué. C'est un bon film. C'est un grand classique de la littérature française et il est régulièrement au programme du bac français. Mais aussi, ce film est devenu un classique, tellement classique qu'il a été parodié par Les Nuls. Les liaisons dangereuses. Un film époustouflant avec que des fautes d'accord. Si vous voulez, vous viendrez avec moi. Je mourirais si je viendrais avec toi. Ou à l'autre. Et Les Inconnus. Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Valmont. Comme je l'ai dit précédemment, si tu regardes ce film, tu pourras y voir les débuts de Uma Thurman et de Keanu Reeves. Et à vrai dire, ils étaient tout mignons, tout craquants. Uma, elle avait à peine 18 ans et Keanu, il était vers 21-22. Il en paraît 16, mais c'est Keanu Reeves, quoi. Et tu auras aussi la confirmation que Glenn Close et John Malkovich sont deux immenses acteurs. Et dans ce film, il y a une scène culte, et c'est celle de l'allitération « It's beyond my control ». Oui, allitération. De toute façon, tout à l'heure, je t'ai parlé du bac de français, donc voilà, hein, révise un peu tes classiques. Et donc, Valmont va le répéter plusieurs fois. It's beyond my control, it's beyond my control. Et c'est culte
Mais ça rappelle aussi un peu le mouvement philosophique qu'il y avait à cette époque, qui était en vogue, et celui de Rousseau et son contrat social, et qui dit, c'est pas ma faute en fait, en vrai, si je réagis comme ça, c'est plutôt parce que c'est la société qui me contraint à réagir comme ça. Voilà. Maintenant que tu es hyper motivé pour regarder ce chef-d'œuvre, tu dois te dire, mais avec quelle bière je vais l'accompagner? Oui, parce que si tu es en fait sur cette vidéo, il faut avoir les deux, le film et le style de bière. Bon, bref. Le choix, il n'a pas été très facile en soi, parce que, du coup, à cette époque-là, du film, du moins, la bière était bue plutôt dans les tavernes et donc était pour la populace, on va dire. Et donc, dans les hautes sphères de la société, on buvait plutôt du vin et du champagne. Et... attends. La grosse tendance de l'année dernière, justement, c'était une bière qui était inspirée par ce vin pétillant. C'était la Brut IPA. Oui, je le conçois, on a deux termes que nous n'avons pas encore vus ensemble, qui est l'IPA et Brut. IPA, IPA, IPA. J'ai trouvé. Donc IPA pour India Pale Ale. C'est un style anglais. C'est en fait une bière de fermentation haute dans laquelle on a rajouté un petit peu plus de houblon pour pouvoir mieux la conserver, mais aussi avoir plus d'arôme du houblon. Donc, en tendance, on aura une bière un peu plus amère que les pale ale traditionnels. Brut. C'est pas facile, hein. Il y en a des styles, mais bon, en plus on en invente chaque année. D'ailleurs, ce style a été inventé il n'y a pas très longtemps. Mais je pense que j'ai trouvé la réponse. Donc, alors, le terme brut est pour appeler simplement le champagne brut. Voilà, c'est-à-dire que pour l'appellation du champagne, on a doux, demi-sec, sec et extra brut. Voilà, donc plus on va dans les appellations, moins on a de sucre résiduel dans la boisson et plus elle est sèche. Et c'est pareil pour la Brut IPA en fait. En gros, on la nomme comme ça parce que les brasseurs utilisent une enzyme qui, après avoir fini son travail, laisse que très peu de sucre résiduel. En bref, un vrai petit travail de chimiste initialement créé par Kim Sturdavant, maître brasseur de la Social Kitchen and Brewery à San Francisco. Au final, nous allons avoir une bière qui va être dorée avec une pétillance très prononcée, comme la verve de Merteuil et Valmont finalement, et une finale sèche et amère, et comme la fin de Merteuil et Valmont aussi. Donc une bière qui rappelle ce vin pétillant. Allez, je te laisse filer chez ton caviste le plus proche pour lui commander une Brut IPA et regarder ce bon film. Et je te dis à la semaine prochaine pour une autre chronique, un film en style de bière. Et n'oublie pas, si tu apprécies mon travail, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tu actives la cloche. Bon bref, tu fais tout ce que tu dois faire sur YouTube, hein, voilà. Et pour information, je travaille actuellement sur une vidéo grand format au sujet d'un cinéaste peu connu du grand public, mais très très connu par les cinéastes amateurs. Et j'espère la sortir dans une dizaine de jours, donc active la cloche pour être au courant quand elle sort. Allez, bisous et à très vite.